Alors bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette conférence. Donc on n'a pas beaucoup de temps, on a maximum je pense 20 minutes, peut-être 5 minutes de plus. Donc je vais essayer de vous présenter l'intérêt de l'étude des voies métaboliques et des gènes, donc de la nutri-génétique, dans l'obésité et les troubles reliés à l'obésité. Donc, puisque c'est une pathologie très complexe et multifactorielle, comme on va le voir, je vais essayer de choisir quelques exemples pour vous expliquer plus concrètement ce qu'on peut faire dans ce sens. Donc l'obésité est une pathologie multifactorielle. On peut recenser dans la littérature scientifique à peu près 14 ou 15 grands facteurs qui eux-mêmes se subdivisent en plusieurs paramètres. Donc on a le tout premier facteur du système nerveux autonome, la régulation de la thermorégulation et tout le reste. Le facteur épigénétique et génétique, le facteur endocrinien, psychologique, le microbiote, l'inflammation, surtout l'inflammation de bas grade qui est médiée par des neutrophiles. Le reste, la nutrition, la micronutrition, l'anthropométrie, tout ça c'est des choses qui sont assez connues. Des facteurs de chronobiologie par rapport au rythme circadien de l'alimentation, de l'activité et du sommeil. On a aussi le sommeil qui sort comme grand facteur indépendant, et puis l'activité physique. Donc, dans ce schéma-là, on a un système complexe. Un système complexe, c'est-à-dire que, mis à part les causes qui vont engendrer une prise de poids, on a dans ce système complexe la cause et la conséquence de ces facteurs-là, c'est-à-dire que chaque facteur va constituer à la fois la cause et la conséquence, et on a une sorte de schéma complexe, et c'est pour ça que l'étude de la nutri-génétique qui surplombe tout ça va nous permettre de comprendre les voies métaboliques autour de ces facteurs-là. Donc j'ai choisi 3 exemples pour vous, pour que vous puissiez comprendre concrètement qu'est-ce qu'on peut faire. Donc ça c'est ce qu'on peut appeler une sorte de résumé de ce qu'on connaît sur l'ensemble des voies métaboliques, c'est en quelque sorte le métabolisme. Et nous, notre but ici, c'est de voir déjà quelles sont les voies métaboliques qui sont impliquées dans l'obésité. Donc on ne pourra pas les présenter dans leur totalité ici. Vous avez compris, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Mais on va voir 3 grandes voies métaboliques qu'on peut relier à l'obésité, au syndrome métabolique en général. Et on va voir surtout comment se fait la modulation au niveau de ces voies métaboliques, c'est-à-dire la vitesse des enzymes, ralentissement, accélération des enzymes, par ce qu'on appelle des polymorphismes génétiques. Donc qu'est-ce qu'un polymorphisme génétique? Un polymorphisme génétique d'un seul nucléotide, ou ce qu'on appelle un SNP communément, c'est une sorte de mutation, c'est un changement au niveau d'un nucléotide. Donc SNP, Single Nucleotide Polymorphisme, c'est un polymorphisme d'un seul nucléotide, sauf que ce n'est pas considéré comme une mutation, pour la simple raison que la mutation par définition est fréquente dans la population générale à moins de 1%. Les SNP, du moins les SNP qu'on va voir et d'autres SNP, sont fréquentes dans la population générale entre 5 à 50%. Donc c'est ce qu'on va voir notamment pour les 50%. En ce qui concerne la détoxification hépatique. Donc, quand je dis SNP, c'est-à-dire changement au niveau d'un nucléotide. Donc, en quelque sorte, une mutation fréquente dans la population générale. Et l'étude de ces mutations-là, parce qu'elles ont des effets différents sur les voies métaboliques, l'étude de ces mutations va nous permettre de quantifier à peu près la vitesse d'une voie. Donc, là où ça bloque, là où ça fonctionne bien, là où c'est accéléré. Et à partir de là, on pourra avoir des notions de dosage, de forme, etc., de ce qu'on peut donner comme supplément ou comme alimentation. Donc au niveau de l'obésité, on peut recenser dans la
littérature scientifique plus d'une centaine de gènes. Ces gènes-là, vous savez qu'un gène code toujours pour une protéine, donc les protéines peuvent être des récepteurs, des enzymes, etc. Et donc dans ces gènes qui sont associés à l'obésité, on a ces gènes-là qui sont impliqués dans le codage d'enzymes qui sont en relation avec plusieurs processus métaboliques, en relation avec l'obésité et la régulation du poids, la dépense énergétique, le contrôle d'appétit, la croissance et la différenciation des adipocytes, surtout les adipocytes blancs, l'augmentation de l'absorption des graisses, la résistance à l'insuline induite par l'obésité, le métabolisme des lipides et l'inflammation, etc. Donc, j'ai préparé 3 exemples pour illustrer mon propos. Donc, on va voir l'homocystéine. On va voir aussi ensuite la détoxification hépatique ou la voie de la détox hépatique avec ces 2 phases. Et ensuite, on va parler de vitamine D. Donc pour commencer, et c'est bien que je commence en premier mon intervention parce que comme ça vous êtes bien frais. Donc pour commencer, on a, si vous voyez bien ici, le cycle en rouge, ok, homocystéine, méthionine, on appelle ça le cycle de l'homocystéine ou le cycle de la méthylation ou le cycle de la méthionine selon ce qu'on veut étudier. Et ici, cette homocystéine est un marqueur très important au niveau cardiovasculaire. Et on retrouve dans le syndrome métabolique et dans l'obésité spécifiquement, en général, des taux d'homocystéine très élevés. Donc, la réduction du taux de cette homocystéine passe par plusieurs voies. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a cette voie qui va vers le bas, donc vers le glutathion, la taurine et les sulfates. Donc, on appelle ça la voie de la transsulfuration. On a une autre voie, donc c'est quand l'homocystéine est clivée en méthionine et ensuite il y a une autre voie qui va vers la méthylation. Donc, ça, c'est une autre voie de réduction de l'homocystéine. Et on verra d'autres voies tout à l'heure dans une autre slide. Donc, ici, ce qui pose problème, c'est cette enzyme-là. MTHFR, c'est méthylène tétrahydrofolate réductase. C'est une enzyme qui va générer en quelque sorte la forme bioactive de la vitamine B9. Okay? Donc à partir du folate, ou ce qu'on appelle communément l'acide folique, mais l'acide folique se situe, disons, en premier dans la voie métabolique, on a ensuite le folate, on obtient le folate. Et donc ce folate est converti en 5 MTHF, c'est-à-dire 5-méthyltétrahydrofolate, qui est la vraie vitamine B9, donc la forme bioactive de la vitamine B9. Donc, quand on a assez de vitamine B9, c'est-à-dire que quand ce cycle tourne bien, quand on a aussi assez de vitamine B12, donc qui est un cofacteur de la méthionine synthase ici, donc ce qui permet de convertir l'homocystéine en méthionine, on a ce cycle de l'homocystéine qui fonctionne bien, donc on a les voies de méthylation qui fonctionnent bien, et on a une homocystéine qui est bien maîtrisée. Si on a un ralentissement du cycle, ici, de la B9, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un ralentissement, par conséquent, du cycle de l'homocystéine et une accumulation d'homocystéine, homocystéine élevée, risque cardiovasculaire élevé. Ok? Donc ici, vous pouvez voir également ici le cycle en orange, c'est le cycle de la tétrahydrobioptérine. Et juste à côté, vous avez tous les neurotransmetteurs. Donc ça explique aussi les états de dépression, d'obésité, les troubles de sommeil qui accompagnent aussi l'obésité et le syndrome métabolique. Donc quand ce cycle est ralenti, et comment qu'il est ralenti? Par un SNP ou plusieurs SNP au niveau du MTHFR, par exemple. Donc un SNP, je le répète, c'est un polymorphisme génétique, donc une mutation d'un seul nucléotide. Donc on va avoir tout ça. Donc on va avoir un ralentissement de la production des différents neurotransmetteurs, on va avoir une augmentation de l'homocystéine. Et ce qu'on peut faire ici, pour rester concret, c'est, par exemple, quelqu'un qui a cette mutation du MTHFR ne donne pas directement de l'acide folique. Ça ne sert à rien de donner de l'acide folique. Donner l'acide folique va compliquer encore plus, parce que l'acide folique
a plus d'affinité pour le récepteur de cette vitamine B9 bioactive, donc la 5-MTHF, que la 5-MTHF elle-même. Donc cet acide folique va aller occuper ces récepteurs, il va bloquer donc, la 5-MTHF et on n'a pas d'effet sur ce cycle-là. Donc ce cycle reste toujours ralenti. Donc ce qu'il faut donner, c'est soit du 5-MTHF directement, donc ça existe sous forme de supplément, soit de la vitamine B9 de source alimentaire, c'est-à-dire par exemple des jus de légumes verts, des épinards, du céleri, des crucifères, etc. Ok. Donc ça c'est le premier exemple. Donc si on a ici du MTHFR, vous savez qu'au niveau du MTHFR, on a deux grands SNP qui sont, quand je dis deux grands SNP, c'est-à-dire des SNP qui ont une signification clinique très importante et aussi une fréquence allélique dans la population générale qui est assez fréquente. Elles sont fréquentes dans la population générale entre 15 et 30%. Donc si la personne a les deux SNP, c'est encore, elles sont fréquentes dans la population générale entre 15 et 30%. Donc si la personne a les deux SNP, c'est encore plus grave. Elle aura forcément des problèmes au niveau de l'homocystéine. Donc, mutation au niveau du MTHFR, on donne soit du 5-MTHF, soit de la vitamine B9 alimentaire. Donc, on trouve du 5-MTHF dans les aliments. Ok? Ensuite, donc ça c'est, je vous ai parlé uniquement du MTHFR, de la méthyltétrahydrofolate réductase. Ok? Mais on a encore une série d'autres gènes qui présentent des SNP qui sont assez fréquents dans la population générale et qui peuvent conduire au même effet, c'est-à-dire ralentissement du cycle du folate, augmentation de l'homocystéine, et on a à peu près les mêmes résultats. Et donc pour chacun de ces SNP, on a aussi des recommandations qu'on ne pourra pas détailler ici parce que le temps le presse. Donc ici on va passer... Donc là, vous avez, c'est le même cycle que vous aviez vu tout à l'heure. Donc ici, vous avez le cycle de l'acide folique, le cycle de l'homocystéine. Et ici sont représentées plusieurs voies pour réduire l'homocystéine. Donc on avait parlé de la voie ici de l'acide folique. On peut rajouter aussi de la riboflavine, de la vitamine B2 parce que c'est un cofacteur ici du MTHFR. On peut rajouter de la B12 qui est un cofacteur de la méthionine synthase. Tout ça pour faire bien tourner ces cycles. On peut rajouter aussi de la B6 ici, qui est un cofacteur dans le clivage de l'homocystéine en cystéine. Donc ça, c'est une autre voie pour réduire l'homocystéine. Et on a aussi une voie raccourcie. Donc cette voie raccourcie, c'est un passage de l'homocystéine directement en méthionine, sans avoir besoin de cofacteurs B12 et B9. Et ici, en fait, il s'agit de la bétaïne. On donne de la bétaïne, sauf que le seul problème avec cette voie, sinon on l'aurait stimulée, c'est qu'elle n'existe pas dans le cerveau. Cette voie n'est pas fonctionnelle dans le cerveau. Donc il faut agir sur toutes ces voies afin de contrer une mutation du MTHFR, une mutation des gènes que j'avais mentionnés tout à l'heure dans le tableau. On va voir maintenant... Donc si vous avez des questions, vous notez, vous me posez après sur le MTHFR. On va voir maintenant la détoxification hépatique. Quand on dit détoxification hépatique, on ne parle pas ici de détoxification au sens naturopathique du terme, on parle de la voie métabolique de la détoxification au niveau du foie. Et cette voie métabolique est très importante, pourquoi? Parce que ça permet d'éliminer les xénobiotiques toxiques. Donc tout ce qui est, disons, en grande partie des médicaments, des pesticides, même certaines formes de suppléments, des additifs alimentaires, des polluants, etc., etc. Donc tout ce que le métabolisme a de la difficulté à gérer en termes d'élimination passe par la voie de la... Donc ici on a les deux phases de la détoxification hépatique. Vous avez normalement 3 phases. Donc la troisième phase, c'est l'élimination rénale. Ici on parle du foie. Donc vous avez la toute première phase et la deuxième phase. Donc il y a quelque chose de très intéressant à connaître ici. Je vous demande de bien vous concentrer, c'est très très important. Donc la phase 1 qui est en général catalysée par des oxydases
dont les enzymes du cytochrome P450 sont les plus, disons, qui interviennent le plus dans cette phase. Ensuite, on a une deuxième phase qui est catalysée en général par des transférases. Et ces transférases, on trouve celles qui font le plus gros travail, c'est les GST, ou ce qu'on appelle le glutathion S-transférase. Donc glutathion, la molécule antioxydante, détoxifiante, etc. S pour soufre transférase. Donc une enzyme transférase à base de glutathion et de soufre. Donc ces enzymes à base de glutathion et de soufre, qui sont des transférases très importantes pour cette phase, sont épaulées aussi par d'autres types d'enzymes comme les NAT, N-acétyltransférase également. Ils sont moins importants, mais ils sont aussi intéressants à stimuler. Donc ici, ce qu'on observe en génétique, c'est que la phase 1, donc qui est catalysée par le cytochrome P450, on retrouve des centaines de ces enzymes-là, et chacune de ces enzymes est spécialisée de façon préférentielle envers une ou plusieurs molécules. Je dis bien préférentielle parce que c'est très important. Si par exemple un cytochrome est spécialisé dans la caféine, lorsqu'il y a beaucoup de caféine, il va travailler sur la caféine, mais s'il n'y a pas un travail sur la caféine qu'il doit faire, à ce moment-là, il va aider par exemple à la détoxification du paracétamol. Okay, donc c'est quelque chose de préférentiel. À ce moment-là, on peut recenser beaucoup de mutations au niveau de cette phase-là, au niveau de ces enzymes, donc des gènes qui codent pour ces enzymes, mais on a toujours naturellement une phase 1 qui est très rapide parce que les cytochromes s'entraident. Okay, donc même si on a beaucoup de mutations, beaucoup de SNP sur ces cytochromes, on a une phase 1 qui est très rapide parce qu'on a beaucoup de cytochromes et qu'en même temps, leur activité est préférentielle. Maintenant, par rapport à la phase 2, elle est en général ralentie. Donc naturellement ralentie parce qu'on a des mutations ou des SNP très fréquents au niveau des GST, notamment par exemple le GSTM. Le GSTM, c'est un isoforme du glutathion S-transférase. On va les voir tout à l'heure, on a le M, le T, etc. On a plusieurs isoformes. Et le GSTM, par exemple, est muté chez une personne sur deux dans la population caucasienne, donc 50%. Donc dans cette salle, vous avez une personne sur deux qui n'a pas de GSTM. On appelle ça la mutation 0, GSTM 0. Donc ce qui fait que cette phase 2 est, disons, naturellement ralentie. Donc en gros, pour récapituler, on a une phase 1 qui est naturellement accélérée, une phase 2 qui est naturellement ralentie, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les xénobiotiques qui vont être pris en charge par la phase 1, leur toxicité va augmenter juste après la phase 1. C'est-à-dire que la toxicité des métabolites de la phase 1 est souvent égale ou supérieure à la toxicité du xénobiotique initial. Okay, donc du coup, l'intérêt d'une phase 2 rapide, pour prendre en charge rapidement ces métabolites toxiques, est très très important. Sauf que, naturellement, on a une phase 2 qui est ralentie. Donc dans l'obésité, il est très très important de stimuler d'abord cette voie avant de commencer un quelconque programme de perte de poids, qu'il soit nutritionnel ou activité physique ou ce que vous voulez, pour la simple raison que l'une des causes, disons l'un des mécanismes de l'obésité, même si ce n'est pas le mécanisme déclencheur chez tout le monde, tous les obèses, mais disons que c'est un mécanisme qui va s'automatiser plus tard et qui va être partie intégrante de l'obésité, c'est que les toxines qu'on va accumuler par la malbouffe, par exemple, ou par la pollution, ou par des médicaments, etc., ces toxines-là vont être stockées, ou disons, entre guillemets, éliminées au niveau de la périphérie du corps, afin de protéger les organes vitaux. Le corps ou le métabolisme est bien fait, il va, disons, stocker ces toxines-là au niveau de la périphérie du corps, dans le tissu gras ou adipeux sous-cutané. Et dans ce sens-là, si on veut une perte de poids assez rapide, donc rapide toujours dans les limites génétiques de la personne, à ce moment-là, il faut d'abord ouvrir les portes pour la sortie de ces toxines. Sinon, vous n'aurez pas une perte significative, et même s'il y a une perte, c'est une perte hydrique,
et c'est une perte qui va s'effectuer au niveau des adipocytes qui contiennent le moins de toxicité, c'est-à-dire au niveau des endroits du corps où il y avait stockage du moins possible de toxicité. Et ensuite, reprise rapide. Okay, donc la première chose à faire, c'est de rééquilibrer ces deux phases afin que l'élimination se fasse, disons, de façon constante. Ensuite, on peut agir sur tous les mécanismes de la perte de poids. Donc comment on fait? On a pour la phase 1, puisque c'est les enzymes à base de glutathion et de soufre qui sont principalement impliquées, donc on va stimuler le glutathion, donc précurseur et glutathion, en plus du soufre, donc aliment soufré. Et donc ça c'est pour stimuler cette phase 2, et pour ralentir la phase 1 aussi, ce qui est important, parce qu'il faut stimuler la phase 2 et ralentir la phase 1. Là on a le pamplemousse, le jus de pamplemousse. Donc le jus de pamplemousse qui est connu, qui est contre-indiqué dans certains traitements parce qu'il peut causer des effets de surdosage. Et bien le jus de pamplemousse, les quinacées et la naringéline qu'il contient vont agir au niveau des cytochromes, ils vont bloquer les cytochromes. Okay, donc ici, nous, on cherche un effet de ralentissement de la phase 1 et un effet d'accélération de la phase 2. Donc en faisant ça, on rééquilibre les deux phases et ça nous permet d'entamer un programme de perte de poids. Donc ça, c'est en ce qui concerne la détoxification hépatique. Alors ici, vous avez les différentes isoformes ou classes des glutathions S-transférases. Donc ici, vous avez l'isoforme M. L'isoforme M fait à peu près 40% de tout le travail de la phase 2. Okay, et malheureusement, cette isoforme M et sa mutation ou ses polymorphismes sont les plus fréquents dans la population générale. C'est pour ça que la phase 2 est naturellement ralentie. Alors, on va voir maintenant la dernière voie ou le dernier exemple que j'ai choisi par rapport à la vitamine D. Donc la vitamine D est très importante au niveau de la perte de poids, ou surtout on observe dans la littérature scientifique des associations assez fréquentes entre les carences en vitamine D et l'obésité, du syndrome métabolique en général. On a 3 hypothèses là-dessus. Première hypothèse, carence en vitamine D conduit à une prise de poids. Deuxième hypothèse, prise de poids conduit à une carence en vitamine D. Et troisième hypothèse, les deux n'ont rien à voir l'un avec l'autre. L'obèse est une personne sédentaire, il reste toujours cloîtré dans des endroits fermés, il s'expose beaucoup moins au soleil, donc il aura une carence en vitamine D. Donc ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas le mécanisme, ce n'est pas la réponse, quelle est l'hypothèse la plus plausible, parce que vraisemblablement les 3 hypothèses sont vraies. Ce qui nous intéresse ici, c'est la compréhension déjà, dans un premier temps, de la voie métabolique de la vitamine D, et ensuite, quels sont des endroits où ça peut être ralenti et qu'est-ce qu'on peut faire. C'est ça le raisonnement.